Oui, avec vous, docteur, on va voir les différents bruits du corps qu'il faut connaître, puisque le corps fait du bruit. Oui, notre corps fait du bruit et pourtant il y a une définition de la bonne santé qui dit c'est le silence des organes, la bonne santé. Mais en réalité, on fait tous des bruits, oui. Quand vous ne sentez pas vos organes, quand vous ne sentez rien, eh bien c'est une formule qui est utilisée beaucoup en médecine. Mais en réalité, notre corps fait du bruit, beaucoup de bruit, mais on en a l'habitude, on l'entend pas. Quelquefois, exceptionnellement, ces bruits, il faut les connaître, peuvent signaler la présence d'un petit problème de santé. Et donc, je pense que c'est une bonne idée de passer en revue tous nos bruitages quotidiens. On va parler de tous ces bruitages, on va les faire un par un. On va commencer avec le hoquet. Hic, c'est ça, voilà, c'est ce fameux hic, c'est le hoquet. Alors, le hoquet, il faut d'abord que je vous donne une petite note d'anatomie. Il y a le diaphragme qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Et quand le diaphragme se contracte pour une cause particulière, eh bien, le diaphragme se contracte de manière involontaire et l'air se bloque au niveau de la glotte et on entend hic parce qu'on n'arrive plus à souffler. Voilà, bravo Gérald Kierzek, il le fait très bien. Et donc, c'est une contraction involontaire du diaphragme qui fait remonter l'air par la glotte se bloque et il y a ce bruit de blocage qui est extrêmement désagréable. Alors, c'est pas du tout pathologique a priori, mais ça peut être causé par le stress, ça peut être causé par le fait de manger très rapidement. Vous avez remarqué, on avale parce qu'on dévore et brutalement, on sent qu'il y a un blocage quelque part. Et donc, on a. Donc c'est pas grave le hoquet. Non, c'est pas grave. Il y a même des techniques de grand-mère, on peut en donner quelques-unes. Allez-y. Il paraît que la plus efficace pour arrêter le hoquet, c'est de mettre un glaçon au niveau du nombril, qui calme le nerf phrénique, qui innerve le diaphragme, mais qui est responsable de ses soubresauts. J'ai jamais entendu ça, moi non plus, mais j'ai découvert ça récemment. Et vous avez essayé ? J'ai pas encore essayé puisque je viens de le découvrir en préparant la chronique, le glaçon. Après, vous avez bien sûr... Boire un verre d'eau à l'envers. Boire un verre d'eau à l'envers, ça marche, mais c'est plus lent. Il me paraît que le plus rapide, c'est le glaçon auprès de nombril. Encore faut-il... Si on ne pas être au bureau, ne pas être au restaurant, être dans un contexte qui vous permet et d'avoir un glaçon, de dénuder votre nombril et d'y placer un glaçon. Julie, un glaçon sur votre nombril, non, ça vous dit ? Non, c'était pas ça. Moi, dans les causes du hockey, vous n'avez pas cité l'alcool. On connaît tous le hockey des capitaines Haddock quand même. Oui, l'alcool qui provoque le hockey. Mais ça provoque pas le hockey, l'alcool. C'est vrai qu'on a l'habitude. Capitaine Haddock, c'est pas la vraie vie, Julie. Non, mais nous aussi, quand on a trop bu, on a le hockey. Ne grondez pas, Julie. Non. Moi non. Jean-Marc, vous n'êtes pas comme les autres, vous buvez que du lait, vous mangez que des hamburgers. C'est vrai qu'on a l'habitude d'associer le hic à l'alcool. Mais moi, je ne l'ai jamais vu dans la vie quotidienne. J'ai vu beaucoup de gens picoler. Moi-même, quand je bois un peu de vin, et ça m'arrive, excusez-moi de le dire à l'antenne, mais je n'ai pas le hockey. C'est plutôt. Ou peut-être les gens qui boivent alors beaucoup. Oui, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'elle boit beaucoup. Mais non, pas du tout. Beaucoup. Bon, on avance. Après le hockey. Juste, le record, c'est 68 ans de hockey. Quelle horreur. Vous vous rendez compte ? Il y a quelqu'un qui a eu pendant 68 ans le hockey. Mais il y a des causes neurologiques là. Oui, là, on parle des situations graves. Nous, là, on parle des situations légères et des petits hoquets de la vie quotidienne. On passe au RO. C'est glamour tout ça. Non, mais c'est la vie. En même temps, on est une émission médicale. Alors, l'éruptation, puisque je trouve qu'il faut utiliser des termes jolis, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, l'éruptation survient quand on l'on mange et l'on boit trop vite et qu'on avale une grande quantité d'air. Alors, le RO, c'est tout simplement, vous avez avalé beaucoup d'air, vous avez une jonction entre l'estomac et l'œsophage qui s'appelle le cardia. Et le passage de l'air de l'estomac vers l'œsophage, il y a un petit rétrécissement et ça fait cette petite symphonie qu'on appelle le RO. Alors, on peut contrôler son RO, on peut essayer de le faire moins fort. Il y a même des gens qui disent... On ne peut pas l'empêcher. Alors, il y a même des gens qui disent qu'il y a une dimension culturelle dans l'euro et qu'on pourrait, que l'aérophagie, c'est une des causes peut-être minoritaires, mais il y a des gens qui aiment roter bruyamment, surtout quand ils ont bu de la bière. On le voit aujourd'hui. Ça soulage. Voilà, non, Julie, ça soulage pas si après la bière. Mais arrêtez, je bois pas de bière. Elle, quand elle boit de la bière, elle rote et elle a le hockey en même temps. C'est dans Glamour, ça donne envie. On va vous inviter à dîner. Non, mais moi, je lance un appel aux auditeurs. Soutenez-moi dans l'histoire de l'alcool qui donne le hockey. Enfin. Moi, je suis d'accord avec Julie. C'est le champagne. Mais non, mais c'est le champagne parce qu'il y a des gaz dans le champagne. Oui, c'est l'éruptation. Donc effectivement. Permettez-moi de corriger tout ça. Vous avalez de l'air en mangeant, ça donne de l'aérophagie. Mais quand vous buvez des boissons pétillantes, vous augmentez l'air dans l'estomac et cela donne des éruptations. Effectivement, et non pas le hockey. Du hockey. Mais enfin, peut-être que des auditeurs viendront vous corriger. Alors, je voulais juste vous dire le record du monde du RO, qui avait l'intensité maximum. 101 décibels. C'est un anglais. Bon, il faut quand même le dire. Super. La Coupe du Monde de foot. L'éternuement. Alors, l'éternuement, atchoum. Ça vient d'où ? C'est un Blanche-Neige et les 7 réflexe difficile. Voilà, je suis Blanche-Neige et vous êtes les 7 nains.
Bah pourquoi? Je peux pas faire l'inverse. Oui. Vu les tailles en plus. Non, c'est bon. Allez, l'éternuement. Alors c'est diversion. Atchoum. Donc vous avez une petite irritation, vous avez inhalé une particule, une graine de poivre. Parlez dans le micro en revanche. Un pollen, j'essaie de mimer en même temps, un pollen, une graine de poussière, et brutalement vous avez une expiration brutale d'air qui est incontrôlable. L'air sort à 200 km/h de votre bouche. 200 km/h parce que oui, à Tchoum, ça va c'est une rapidité incroyable. C'est complètement bénin, mais pour les personnes qui sont allergiques, ça peut arriver en salve. C'est le temps d'éliminer les poussières. Mais en fait, sort tout ce qu'on a en trop, c'est ça? Quand on a des poussières, etc., ça sort avec le Atchoum. Mais voilà, Atchoum, c'est une manière d'essayer de libérer. Mais ça marche, ça sort? Oui, ça sort en général. On n'éternue pas pendant des mois et des mois. Vous n'avez pas remarqué? Vous sentez d'ailleurs un petit picotement. Vous sentez que ça va venir, un petit picotement, et brutalement vous vous mettez à éternuer. Quand elle a bu, quand elle a le hockey, elle rote et elle a Tchoum en même temps. Non, par contre, c'est complètement involontaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sent que ça va partir, on peut pas le retenir. Donc tous les c'est un orgasme cérébral. Non, c'est un mécanisme de défense bien rodé qui va permettre d'expulser l'intrus. Excusez-moi de. Un témoignage, Julie, sur l'orgasme cérébral. Mais tout ce que je dis, c'est du bon sens. Alors, allez-y. Je pourrais travailler au Crédit Agricole. Le bon sens près de chez vous. Donc, pour vous, vous comparez l'éternuement à l'orgasme. Exactement. Ah oui, non, mais moi j'appelle ça l'orgasme cérébral. Et surtout, il faut laisser venir cet orgasme. Il ne faut pas le retenir. Évidemment. Parce que si vous bouchez le nez, par exemple, vous allez augmenter la pression. Vous imaginez l'air qui sort à 200 km/h. Si vous bouchez le nez, vous fermez la bouche, vous allez maintenir cette pression à l'intérieur de l'organisme. Vous savez qu'il y a des accidents de l'éternuement quand même. On risque une rupture du tympan, un pneumothorax, parce que c'est comme un ballon. Si vous empêchez la pression et ça augmente, vous avez des cavités creuses de l'organisme qui risquent à un moment donné d'exploser. C'est vrai, ne vous retenez pas quand vous avez envie d'éternuer. Julie, quand vous buvez, vous avez le ventre qui gargouille aussi? Non, arrêtez de me prendre comme non, mais ça arrive là. aussi, non? Stop. Alors, le ventre qui gargouille. Le ventre qui gargouille. Alors, en général, ça survient un petit peu avant le déjeuner. Quand on a faim. Pas forcément. Pas forcément. Figurez-vous que le tube digestif est animé de mouvements musculaires réguliers et que ce mouvement musculaire régulier permet de conduire le bol alimentaire et aussi un certain nombre de gaz. Eh bien, quand on a l'estomac vide, on entend ces gargouillements parce que l'estomac fait caisse de résonance. Donc en fait, ça serait des bruits qu'on aurait de manière régulière, mais qui, à certains moments de la journée, seraient plus audibles parce que l'estomac est vide. Donc ce gargouillement, ça traduit effectivement surtout la descente du bol alimentaire et des gaz au travers de l'intestin et du côlon. Mais ça veut vraiment dire qu'on a faim ? En général, on a l'estomac vide. Et quand on a l'estomac vide, on a faim, mais c'est pas forcément ça. Les Grecs appelaient ça des borborygma. Oui, tout à fait. Les flatulences, rapidement, on va pas y passer. Mais si, c'est très important. Est-ce que vous savez, Jean-Marc, que mais si, ouais, je l'ai pas fait, moi. Non, je l'ai fait. Allez, les flatulents. Il est 11h46 là, soyez sérieux. 11h46, je vais être très sérieuse. Vous savez que vous avez tous, excusez-moi de le dire à nos auditeurs, ce qui permettra peut-être de nous décomplexer tous. Ouais. On a tous en moyenne 12 à 25 flatulences par jour. Même si tout le monde dit moi, ça ne m'arrive jamais. Bah oui, des fois on le voit pas. Julie, tu le fais. Ça dépend de ce qu'on mange, les artichauts. Oui. Mais pas du tout, tout le monde a des flatulences. Et je vous assure que le jour où ces flatulences s'arrêtent, c'est que vous êtes en mauvais état de santé. Bon, vous risquez une occlusion intestinale. Un des signes de l'occlusion intestinale, c'est l'arrêt des gaz. Eh bien, c'est quoi les flatulences ? C'est une des premières questions qu'on pose quand vous avez mal au ventre. Voilà, est-ce que vous avez un arrêt des gaz ? Voilà. Merci Gérald. Et donc, le gaz... C'est quoi ce bruit, Julie ? Et le bruit de Julie, là, c'est quoi ? Je suis un petit peu inquiète pour Julie, mais on va s'occuper d'elle dès que l'émission sera finie. Et donc, vous savez, vous avalez de l'air en mangeant. Vous avez aussi des bactéries intestinales qui sécrètent un certain nombre de gaz avec un certain nombre d'aliments qui provoquent de la fermentation, on a dit les choux, les pommes de terre, les féculents, etc. Et tout ce gaz finit normalement par s'éliminer pour le grand bien de tout le monde, parce que ça permet effectivement de ne pas avoir de problèmes de santé. Le grand bien de tout le monde, je l'aurais pas dit comme ça. Ça n'a rien de honteux. Ça n'a rien de honteux, sachez-le tous.